Merci beaucoup. Donc, hop, c'est mon papier. Donc, merci beaucoup. Donc, oui, je suis donc Agnès Plagneux-Bertrand. J'ai piloté le programme de l'avion électrique chez Airbus et j'ai le plaisir de retrouver mes deux anciens chefs, Yann Barbeau et Detlef Müller-Wissner. Donc, c'était un moment d'émotion ce matin et un grand plaisir également. Donc, maintenant, je vais vous parler avec une autre casquette puisque je suis élue depuis 2020 à la mairie de Toulouse en tant que maire adjointe et vice-présidente de la métropole en charge de l'industrie. Et pour faire la liaison avec la table ronde qui vient juste de s'écouler, on a bien entendu qu'un certain nombre de déclencheurs devaient être menés par le politique, par le public. Donc on a bien entendu qu'effectivement le public a été assez déterminant, notamment en tant qu'amortisseur de l'effet Covid. On a pu, grâce aux mesures qui ont été prises en France, maintenir un certain nombre d'emplois et on a été très content de l'avoir fait une fois que la crise Covid a été passée pour pouvoir accompagner la montée en puissance qui s'en est suivie. Et on entend également ce qui se passe en termes d'accès à l'énergie et des investissements qui sont nécessaires de faire pour qu'on puisse effectivement trouver ensuite un modèle économique qui permettront cet accès à l'énergie, que ce soit le lit-kérosène, les SAF et l'énergie électrique décarbonée. Et je voudrais juste vous faire part d'une petite expérience. Et moi, je suis ingénieur, je suis toujours très intéressée par la technique et je m'aperçois souvent que dans les sphères politiques, je me sens parfois un peu seule. C'est-à-dire que dès qu'on commence à en parler un peu d'hydrogène, d'oxygène, les gens décrochent vite parce qu'ils ont l'impression que c'est une sphère technique à laquelle ils ne veulent pas trop participer et sur laquelle ils sont assez résistants. Et quand j'ai pris mes fonctions, j'ai pu entendre que l'on avait commencé à travailler sur un centre technologique sur l'aéroport de Francazal, que nous sommes en train de repeupler, de réaménager pour pouvoir y accueillir des activités techniques sur l'aviation décarbonée notamment. Et j'entends dire, on va faire un centre sur l'aviation, sur l'hydrogène décarboné. L'hydrogène décarboné, je regarde un peu plus près. Et en fait, on va faire un centre technologique qui va tester des piles à combustible. Alors certes, les piles à combustible vont utiliser de l'hydrogène, mais en rien, on va faire de l'hydrogène vert, quoi. Donc là, je me suis dit, oh là là, mais le discours politique que l'on entend et la manière dont les politiques se sont appropriés ces sujets-là sont très approximatives et très loin de la réalité. Alors le diable est souvent dans les détails. Donc je suis assez contente que vous m'ayez confié cette table ronde sur les roadmaps, puisque à mes yeux, les roadmaps ont l'avantage de pouvoir décliner, expliquer ce que l'on veut faire, donc un rôle pédagogique évident, et ont aussi l'avantage de pouvoir comparer quelque part entre les différentes entreprises, les différents lieux, les différents pays, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, dans quel délai et quelle masse financière on va devoir mettre en face de ces roadmaps technologiques. Et en tant que représentante politique, avec un peu la double casquette quand même, je suis contente de pouvoir faire exprimer un certain nombre d'acteurs autour de ces roadmaps. Voilà. Et il y a un sujet également qui consiste à ce que les marches que nous allons devoir franchir pour remplir ces feuilles de route technologiques sont tellement larges, on voit que les champs des recherches technologiques sont considérables, les moyens qu'il va falloir mettre en face sont considérables, donc on a tout intérêt à travailler de préférence, de façon complémentaire, de façon convergente, pour éviter bien évidemment les doublons, pour être à l'heure en face des enjeux technologiques qui sont en face de nous. Donc j'ai le grand honneur et le plaisir de pouvoir accueillir... Alors, nous sommes les deux premières femmes depuis ce matin sur la scène, donc déjà, yes, merci. Ouf. Voilà. Donc Jacqueline Castle, donc vous êtes Chief Technology Officer chez Aerospace Technology Institute. Donc Bruno Darboux, président d'Aerospace Valley, que je connais bien et avec qui j'interface régulièrement. Donc Nicolas Geland, vous êtes Fellow Group Expert on Environment and Low Carbon Fuel chez Safran, donc vous êtes expert sur les carburants bas carbone. Andreas Strohmayer, Head of a Department Aircraft Design, Institute of Aircraft Design, University of Stuttgart.
On s'est parlé par visioconférence. Et Patrick Hadou, conseiller défense du directeur de l'Agence européenne de sécurité aérienne. Voilà, donc merci à vous d'avoir répondu présent sur ces feuilles de route. Donc, on aimerait pouvoir effectivement vous représenter des instituts, des organismes qui sont répartis dans toute l'Europe, et on aimerait pouvoir effectivement vous entendre sur les points que vous aimeriez mettre en avant dans vos feuilles de route. Quels sont les points qui sont à vos yeux les plus importants, qui sont à vos yeux les plus déterminants sur la préparation de l'avenir, et les messages quelque part que vous pourriez également nous donner en tant que politique par rapport à tout ça. Et j'aimerais aussi vous entendre sur la manière dont vous considérez que vos organismes, vos entités, les entités auxquelles vous appartenez, vont contribuer quelque part à ces feuilles de route que vous allez nous mettre en avant. Donc, je commence par vous, Jacqueline. Est-ce que vous pourriez nous donner ces éléments un petit peu essentiels de feuilles de route de votre institut? Yeah, apologies, hopefully you can hear that. Yes, I'm Jackie Castle, and I'm the Chief Technology Officer at the Aerospace Technology Institute in the UK. And just briefly, the ATI, so the Aerospace Technology Institute, is an independent, not-for-profit organisation that sits between the UK government and UK industry sector of aerospace, and defines the technical strategy, defines roadmaps, which I'll come to, which is looking at how we continue to grow and evolve aerospace, obviously for future aircraft platforms, for economic sort of benefit in the UK, obviously because it's UK government investment, and to address the other sort of challenges that we've heard discussed, especially around sustainability and climate change for the future. So we have set certain roadmaps, and we have a new strategy that was issued 18 months ago called Destination Zero, and it focuses very strongly on really three themes. Ultra-efficient aircraft, which in my mind, with my background coming from Airbus as well for more than 25 years, we've seen aircraft evolve sort of over that time, obviously, and they've got ever more efficient, and we've always improved on aerodynamics and propulsive power and all of those sorts of things to make the aircraft lighter and better and more fuel efficient. So we have a big part of our roadmap, which obviously continues to focus on that, because whatever fuel we might use in the future, having a more efficient aircraft is absolutely key to any of those. But we also now have a big part of the roadmap which is dedicated to zero carbon technologies. And by that, we really talk about potential alternative new fuels, such as hydrogen has been discussed. A little bit about SAF, but there's less technological change required to introduce SAF. So really the focus is on hydrogen and electrification as well, and sort of the power systems for more electric aircraft, which was also discussed before. So that can include fuel cells, direct hydrogen combustion, all of those sorts of technologies. And then we have a third sort of section of our roadmap, which is focused on cross-cutting technologies. And by that, we really mean all sorts of technologies that can be applied to multiple strands of the other roadmaps, really. So quite a bit of that focuses on industrial. And again, we talked about a bit earlier about the production rates for aircraft, the demand for new aircraft, the need to produce potentially more sustainable aircraft more quickly in order to address climate change is really key and really important. So that part of our roadmap looks at digital technologies, improving the design sort of loop more quickly, industrial ways of producing manufacturing, additive manufacture, for example, all sorts of ways of improving sort of the industrial system to be more productive and more efficient. And it also looks at the types of materials that we use. It takes into account some of the pressures that we've had, especially with geopolitics at the moment, with availability of materials, to try again to look at sort of, development of alternatives and a sort of a more effective and a more efficient use of
of any of the sort of historic materials that aerospace uses. So we have those three streams. We really look, and I think we'll discuss a bit more, we really look at how those interface with other roadmaps, whether they're into Europe or across globally. Clearly, aerospace is global. It's no good the UK just having a view and going off and doing something on its own. It needs to feed into a global sort of way forward. So hopefully that gives you a little bit of an introduction as to some of our focus. Thank you, Jacqueline. Donc, Bruno, tu peux peut-être nous donner un petit peu des éléments, toi qui es président du pôle de compétitivité et qui regroupe donc un grand nombre d'acteurs de la filière, y compris des acteurs de la recherche, de l'enseignement supérieur, puisqu'il ne faut pas oublier que dans ces feuilles de route, il faut bien évidemment adresser également ce que l'on attend des jeunes que l'on va recruter. Hein. On a vu qu'il y avait des jeunes étudiants qui étaient là, donc c'est aussi des messages vers eux que l'on voudrait passer. Est-ce que tu peux nous donner les éléments, surtout le volet un petit peu régional, puisque bien évidemment, tu as un micro juste en face de toi. Ah, pardon. Oui, merci Agnès. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais rappeler quand même ce que c'est que le pôle Aerospace Valley. Donc, notre terrain de jeu, c'est le sud-ouest de la France, les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Les filières qui nous concernent, c'est l'aéronautique, l'espace et les drones. Et notre rôle en tant que pôle de compétitivité, c'est de mettre en réseau toutes les énergies sur ce territoire-là qui s'intéressent à l'aéronautique et à l'espace pour faire aller de l'avant les implantations industrielles, mais aussi la science et la technologie, et préparer en fait les programmes de demain. Notre cœur de cible, c'est l'innovation. Alors, ça fait 860 membres sur le territoire, et ça représente donc de l'académique, des établissements d'enseignement et toute la filière industrielle avec les donneurs d'ordre, les leaders de filière bien sûr, les Airbus, Safran, et dans le spatial, Thales, Ariane Group, mais aussi toute la supply chain avec les ETI et les PME, et c'est notre cœur de membership, ce sont les PME en fait. Donc on a à cœur effectivement dans tout ce qu'on fait comme action de développement technologique, de s'assurer que les technologies qui sont prônées, qui sont étudiées par les leaders de la filière, sont bien comprises et sont bien préparées aussi par les acteurs qui vont être plus en mode proposition de valeur au niveau composant, au niveau équipement, et qui vont être en proposition de valeur industrielle aussi pour arriver à produire ces prochaines générations d'avions. Donc ça, c'est le volet embarquer les plus petits acteurs. Après, pour ce qui est des roadmaps en général, on a, donc Jacqueline a bien précisé l'organisation de la roadmap ETI. On a à Clean Aviation, donc à Bruxelles, un partenariat public-privé qui a sa propre roadmap avec ses axes, qui sont les mêmes en gros que ceux que Jacqueline a décrits. En France, on travaille au CORAC à une feuille de route qui reprend les mêmes axes. Et en Allemagne, l'UFO, BDLA, ils travaillent sur la même chose. Donc globalement, on est assez aligné sur les grands axes qu'il faut qu'on travaille. Je pense qu'on peut mieux faire pour s'assurer qu'on est bien synchronisé en termes de cibles, programmes, et en termes de points de rendez-vous, parce qu'à un moment donné, travailler sur des technologies, c'est bien, mais il faut démontrer qu'elles ont une valeur en mode intégré, sur des démonstrateurs qui doivent comporter tous les segments, bien sûr des moteurs, bien sûr des carburants, mais aussi démontrer une aérodynamique qui progresse, démontrer qu'on sait aussi faire bouger les lignes sur les aérostructures, sur les matériaux et sur les conceptions d'aérostructures installées. Et puis, un sujet qui m'est cher, on peut revenir peut-être dessus, c'est que le bel objet technologiquement avancé qui va nous amener 25 à 30% de réduction de carburant, il va falloir être en mesure de le produire. Et là, c'est toute une chaîne de valeur qui doit s'y mettre et qui doit se transformer. Et là aussi, il y a beaucoup d'innovations à introduire parce qu'on ne peut pas produire ce prochain avion, ces prochains avions, puisqu'il y a plusieurs cibles, de la même manière qu'on produit aujourd'hui nos A320 ou nos A350. Donc un step change à faire sur le volet industriel, que Jacqueline a souligné d'ailleurs. Merci Bruno. Donc je souhaiterais maintenant passer la parole à Patrick Hadou.
Donc vous êtes à l'EASA et quand on a parlé ensemble pour préparer cette table ronde, vous avez bien évidemment insisté sur la partie certification, parce qu'on parle beaucoup d'innovation, mais bien évidemment dans le transport aérien, la certification demeure un passage extrêmement essentiel et important. Et vous nous avez expliqué que vous vous étiez mis en capacité, justement en analysant toutes les feuilles de route, d'être impliqué de façon très très amont sur toutes ces innovations pour permettre une certification facilitée. Donc je crois que vous avez un micro. Ok, merci. Bonjour à tous et merci à l'Académie de l'Air et de l'Espace de m'avoir invité. Alors, juste un détail, je ne suis pas le conseiller France du directeur exécutif de l'agence, je suis le conseiller militaire. Pourriez vous dire que fait un conseiller militaire ici. Forcément, sur le développement des technologies aujourd'hui, l'aviation a toujours été duale depuis le début de son histoire. Et dans les financements qu'on trouve aujourd'hui, il y a également des financements très très importants du côté militaire. Mon rôle, c'est effectivement de s'assurer qu'on couvre tous les champs, soit d'un côté, soit de l'autre, et les avancées technologiques qui sont faites par un secteur puissent également bénéficier à l'autre secteur. Donc ça fait partie de mes fonctions. Ce que je voulais dire autour de cette table, c'est que les feuilles de route côté de l'Agence européenne de la sécurité de l'aviation, elles sont éminemment pas technologiques. Voilà. Sauf que nous sommes souvent au départ, c'est-à-dire que nous sommes au minimum acteurs de l'établissement des feuilles de route, j'aurais tendance à dire plus politique, et nous sommes à la fin, en quantité de certification, c'est-à-dire qu'une fois que la technologie elle est développée, si l'autorité ne donne pas son blanc-seing, finalement on a développé la technologie pour rien. Et donc il faut qu'on soit, on a à la fois cette responsabilité de pouvoir éclairer les décideurs sur les aspects politiques, et cette nécessité d'être au rendez-vous également de l'industrie et du développement des technologies et des nouveaux produits. Pour faire ceci, donc on travaille bien entendu beaucoup avec les groupements qui ont été cités, et donc on a décidé d'associer, je dirais, au niveau de développement technologique qui est bien connu, les fameux TRL, un Certification Readiness Level également. C'est-à-dire, on prend conscience qu'il faut qu'on développe en même temps que la technologie la façon dont on va démontrer qu'elle est sûre et qu'elle est propre. Parce que notre intime conviction, c'est que l'aviation de demain, elle sera propre et sûre, ou elle ne sera pas. Et on va bien au-delà, d'ailleurs, que le seul aspect, je dirais, de l'aviation propre. Dans sûr, je mets l'aspect safety, en anglais, je mets l'aspect security. On n'a jamais vécu autant d'attaques cyber sur les ensembles des secteurs de l'aéronautique dans le monde que depuis ces 2 dernières années. Donc ça aussi, c'est un sujet, les feuilles de route technologiques, sécurité doivent être menées également en même temps que les autres. Donc voilà, on développe ce Certification Readiness Level à un niveau, 6 niveaux de maturité, et on essaye également de créer les conditions justement de développement depuis le début de la technologie avec l'industrie, avec les organismes de standardisation, avec les autorités nationales, puisque pour pouvoir développer les technologies, il y a un moment, il va falloir mettre des prototypes, en vol. Et donc c'est ensemble, tous ensemble, qu'on va créer les conditions de pouvoir mettre en vol et de tester en vol ces nouveaux prototypes. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais un peu insister, et j'ai beaucoup aimé les approches systémiques des précédentes tables rondes, c'est que d'abord, l'Union européenne et la Commission européenne, c'est des objectifs vis-à-vis des citoyens européens. Donc on ne fera pas l'avenir des citoyens européens contre eux. Alors, je veux bien que chacun défende son secteur, son industrie, mais il faut prendre en compte qu'effectivement les politiques c'est pour les citoyens européens.
Et donc l'impact, ce qu'on appelle l'impact monitoring autour du développement de ces nouvelles technologies doit également être développé. Et c'est vraiment un volet très très important dans Clean Aviation, c'est aussi un volet important dans César 3. Et quelque part, il faut créer, je dirais, pour que l'ensemble des acteurs, ceux qui sont plutôt favorables à voyager demain, ceux qui sont plutôt, qui mettent plutôt en priorité la protection de l'environnement et de l'espace dans lequel on vit, il faut quelque part une sorte de Cour des comptes de l'impact monitoring. C'est-à-dire qu'il faut des méthodologies, des indicateurs, des méthodologies qui sont tenues par un organisme indépendant, dont les méthodologies qui permettent d'arriver à des chiffres sont totalement transparents, elles peuvent être discutées, etc. Et le HASA a été mandaté pour être cet acteur, en tout cas pour les SAF aujourd'hui, et puis on verra effectivement quelle sera sa contribution demain pour d'autres secteurs. Merci beaucoup. Nicolas Joland, est-ce que vous pouvez nous donner également, alors on n'a pas eu l'occasion de se parler en préparation, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer donc, sur, bon, on a déjà entendu quelqu'un de Safran nous expliquer de façon assez claire et précise les perspectives, mais est-ce que vous pouvez nous donner effectivement votre façon de voir ces feuilles de route et comment vous y contribuez et quels sont finalement les avantages que vous y voyez, les messages que vous souhaitez faire passer et les points saillants que vous souhaitez partager? Merci beaucoup. En fait, je vais reprendre un peu ce que Bruno a dit à l'instant. Il est important de voir que sur l'ensemble des secteurs, que ce soit dans les différents pays ou les différentes sociétés, on a un parfait alignement sur la façon d'arriver à cette décarbonation. On peut sembler, vu l'extérieur, qu'il y a du foisonnement, des différences, etc. En fait, les objectifs sont les mêmes et les grands axes de travail sont absolument les mêmes. Après, il y a des mises en avant de différents secteurs qui peuvent être différentes, mais globalement, on est parfaitement aligné là-dessus. Et on est aligné sur le fait que, premièrement, l'axe principal de la R&T, ça doit être la réduction, enfin l'efficacité énergétique, la réduction de la consommation. Voilà, le seul carburant qui sera vraiment zéro carbone, c'est celui qu'on ne va pas consommer. Donc, aller vers l'avion le plus efficace, ça reste la cible numéro 1. Et Safran, en effet, on est très connu pour le côté motoriste, mais il faut rappeler aussi que Safran, il y a à peu près la moitié du chiffre d'affaires qui n'est pas de moteur, et c'est en ça qu'il faut embarquer l'ensemble des sociétés du groupe, et notamment dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'aéronef, il y a aussi l'allègement, qui est un point qui est fondamental, l'allègement qui va toucher tous les organes de l'avion, du train d'atterrissage au siège, etc. Et ça, cette volonté d'aller systématiquement dans cette recherche de l'allègement, elle est fondamentale. Une fois qu'on a cet aéronef, une fois qu'on travaille sur ces feuilles de route d'amélioration de l'efficacité de l'aéronef, il y a également tout ce qui est opération. Et ça, les opérations, il y a bien entendu tout ce qui va être optimisation en vol, mais il y a aussi tout un pan d'optimisation sur les opérations au sol, avec le taxiing électrique, avec toutes ces choses-là, sur lesquelles il y a aussi des gains substantiels à faire. Et ensuite, il y a toute la question du changement d'énergie, d'aller vers ces énergies bas carbone. Et là, des sociétés comme Safran vont se positionner un peu comme finalement des facilitateurs. Notre but, il est de s'assurer qu'il n'y ait aucun frein au déploiement de ces filières-là. Ça veut dire de proposer des technologies qui soient totalement compatibles, qui permettent l'arrivée sur le marché de ces filières, et que ces filières, que cette arrivée sur le marché se fasse sans aucune dégradation de la sécurité des vols. On vient de le dire. Ça aussi, il est absolument inenvisageable qu'un changement d'énergie entraîne une dégradation de la sécurité des vols. Ça, c'est un critère extrêmement important. Ce qui est important de voir, c'est que ces différents piliers de recherche, il y a deux éléments assez nouveaux en fait, qui viennent actuellement faire la chose. Le premier, c'est le fait que ces piliers, et ces différents volets des feuilles de route sont de plus en plus entremêlés. On a pu, comme on pouvait avoir avant, un flux technologique où on va développer un moteur efficace et puis à côté un flux qui va être de développer des carburants, etc. En fait, finalement, maintenant, tout vient travailler ensemble et ce besoin de coordination, il est de plus en plus important. On va travailler sur une nouvelle motorisation, mais une nouvelle motorisation qui va devoir fonctionner avec des carburants durables. Et ces carburants durables, quelles vont être les propriétés et comment est-ce qu'on prend en compte les propriétés de ces carburants dans le développement de l'aéronef? Comment est-ce qu'on optimise l'aéronef pour ces carburants-là? Comment on développe les technologies pour l'hydrogène? Donc,
finalement, il n'y a plus une feuille de route technologie moteur, une feuille de route carburant, une feuille de route, etc. Il y a des feuilles de route qui vont travailler ensemble et qui vont devoir se parler de façon importante. Et le deuxième élément qui est fondamental, c'est que derrière tout ça, il y a un besoin de plus en plus important de certitude scientifique. Et donc ce socle scientifique, il est fondamental. Je vais juste donner un exemple. On parlait tout à l'heure notamment des traînées de condensation. Les traînées de condensation, c'est quelque chose qui peut être extrêmement important sur l'impact environnemental de l'aviation et pour lequel nous, en tant que motoristes notamment, on se doit d'avoir des certitudes. On voit que les particules, par exemple, ont un impact non négligeable sur la formation de ces traînées de condensation. Il faut quand même se rappeler qu'actuellement, il y a un moteur qui veut dire, est extrêmement vertueux en termes d'émissions de particules, c'est le moteur LEAP. On est à des niveaux de particules qui sont extrêmement bas, et donc on pourrait dire très bien, bon ben voilà, faire un moteur qui met très peu de particules, on sait faire. Sauf que, et d'ailleurs quand on met ces aéronefs-là dans des modèles actuels d'évaluation de l'impact environnemental, on se rend compte qu'on n'est pas en train de réduire de 15 ou 20% l'impact sur le réchauffement climatique, on est en train de les viser par 3 ou 4, parce que ces modèles-là mettent en avant les émissions de particules. Sauf qu'en même temps, on se rend compte, et notamment c'est des essais qu'on mène dans le cadre de Volcan, un projet dont le leader est Airbus, qu'à ces très faibles niveaux de particules, eh ben, potentiellement il y a des choses bizarres qui se passent. Peut-être qu'il y aurait une remontée, peut-être que c'est pas aussi linéaire que ça, etc. Et donc nous, en tant que motoristes, on a un besoin nécessaire de dire quelle est la direction qu'on doit prendre. Est-ce qu'on doit continuer à poursuivre dans cette voie de moteurs qui émettent le moins de particules possible? Auquel cas, potentiellement, demain, on pourrait nous dire « Ah bah oui, mais ce moteur-là, si on met des SAF dedans, ça ne va pas dans le bon sens. » Ou alors, est-ce qu'on doit dire bon, peut-être que finalement, faire un moteur qui soit plus équilibré entre particules, NOx, CO2, etc., est-ce que c'est la voie? Donc ça, c'est une optimisation globale, et cette optimisation globale, elle doit reposer sur une connaissance scientifique, et surtout une connaissance scientifique qui soit stable. On n'est pas en train de demander le 4e chiffre après la virgule, on est en train de demander des axes importants. Et c'est pour ça que ces sujets-là, qui sont un peu, entre guillemets, en dehors de ce qu'on a l'habitude de faire, que ce soit les sujets environnementaux, les sujets énergétiques, etc., on doit les intégrer, et on les intègre de plus en plus dans nos feuilles de route, forcément par des partenariats, parce que ce n'est pas dans notre cœur d'expertise, mais c'est nécessaire pour alimenter l'ensemble de ces feuilles de route. Merci beaucoup, et je pense que justement il va être intéressant d'entendre Andreas Strohmayer, qui appartient donc à un centre de recherche sur l'aviation de l'université de Stuttgart. Vous êtes ancien de chez Airbus, non? Vous étiez... Non. Pardon. J'étais jamais dans le monde Airbus. Mais je me rappelle plus. J'ai des avionneurs, c'est vrai. Voilà, pardon. Donc c'est important peut-être que vous nous éclairiez également sur votre vision des feuilles de route et peut-être réagir par rapport à ce qui s'est dit jusque-là. Oui, bon, merci pour la parole d'abord et bonjour. Et je vais changer en anglais quand même, c'est plus facile. Finalement, mon accent toulousain, c'est pas assez fort. Alors, so roadmap for decarbonization. It's the world we see today. I'm talking now. What we have in mind doing is long-range aircraft will go for SAF, and basically everything has been already said. I try to give the academic aspect now. So long-range, we don't see another possibility, another option than having SAF in there. Short-medium range, what we look at today is maybe convert to hydrogen as an option, and smaller aircraft, electrification, pile à combustible, fuel cells, or pure electric. So that's the options we have, and with these options we have a lot of challenges. First challenge is the target is set for 2050. And looking at the aircraft design cycle, coming now from the aircraft design part, if we have a great idea now and we put all the money in together and we start doing that, the aircraft will show up maybe end of the 30s, 2040, and then we will build up production. So we won't have many aircraft of all these new ideas in the market by 2050. So that's the first challenge, which means we have to be faster. We have to learn to be faster. Digitalization is one thing that could come in there. We have to learn to nationally work better together again, still take all the best resources in Europe, and that's also true for academia, that we take all European academia in behind this challenge. And the future, the students
from all over Europe to put them on this task. So that's for this time challenge. So the other challenge, availability, I don't have to speak too much because it has been said there is not so much stuff out there than we would like to have, and we are really, and it was said by Airbus this morning, we are really depending on the energy sector there. So we also have to, aviation sector was a bit, we always had the beauty of having a family there, the aviation family. We have to reach out to the other sectors because we depend a lot on what's happening with fuels, what's happening with batteries, hydrogen. So we have to better connect. And that's not only industry, that's starting at research, and that's also the supply chain. There will be new suppliers we have to bring into all this. So a challenge on the systems part. We have to reach out more than we are used to. Then technologically, I'm personally convinced a lot can be done. So coming from the small aircraft side, looking up to larger aircraft, electrification, there is technical hurdles, there's certification hurdles, which also cannot be overlooked. I'm convinced, I want to be optimistic, we can find solutions for all that. But still remains all the problem of longer range. Do we have to change the aircraft configuration? Being aircraft designer, I would love to. Having been in industry as a managing director, I know that money doesn't come for free. So there's a high risk in all these unconventional configuration thinking, which I'm almost sure we are not ready to attack right now. So what else in terms of challenges? A problem of what we do today, looking at coming back to the roadmap again, in clean aviation, we have really decided to look at decarbonization. So carbon dioxide is what we work against. And Markus Rapp of DLR has said it before. That's about 1/3 of the equation. So there's non-CO2 effects which we have to look for, and where the research currently is not really financed. And that brings me to the role of academia. In universitarian research, we should go for the low TRL, so low maturity technology research, low TRL research, and we should prepare the future beyond carbon. So we should have now calls, looking to Brussels, we should have calls that definitely look for these challenges with non-CO2 effects, not the effects the technology is against, and maybe also other fuels than hydrogen, because again, hydrogen, not only does it come with some challenges, technological challenges, it's just not there yet. We talk of hydrogen and say it's green. And to my information, green hydrogen is way below 1% today, 1%. So 0.1 is the number I have. 0.1% is green hydrogen, and that would be only hydrogen that would be valid in our decarbonization discussion. So we also have to look around beyond hydrogen, and there's a lot of low maturity technologies to be researched in, and it should be asked for and funded right now. And I think looking into the future for our roadmap, sometimes I feel a little bit like in the 19th century, arriving at the east coast of the States, and there is the west coast, and we want to go there, but the path is not really defined yet. You asked for scientific clarity. We don't even know the direction yet completely. And as we have discussed in our pre-discussion, on ne peut pas mettre tous les œufs dans un panier. Donc, we have to go on a broad front, which is a huge investment beyond all these infrastructure investments we need for fuels. And so also on technology front, we have to not say today it will be hydrogen and let's all jump there. We have to look left and right. And the academic role would be to look into that. And the beauty of having academia looking into that would be that the future generation of engineers would be prepared for what's coming. And then could just go on working on this roadmap. So further building the roadmap,
the more clarity we have, and make the aircraft that belong to this roadmap. Thank you. Moi, j'ai une question également. Moi, je suis élue à Toulouse, donc je suis assez fervente sur la défense d'un certain nombre de moyens et d'opérations technologiques pour qu'elles se passent à Toulouse. C'est-à-dire que je me dis que plus on sera capable d'amener finalement un certain nombre d'industriels à venir chercher ce ressourcement technologique à Toulouse, et plus on sera sûr d'installer notre écosystème sur du long terme et assurer la pérennisation de nos entreprises ici. Donc je m'interroge un petit peu sur l'élaboration de ces feuilles de route a l'avantage effectivement d'opérer une certaine pédagogie, un certain alignement. Hein. On essaye de trouver le moyen de tous travailler de façon convergente. Mais je ne peux pas m'empêcher quand même de me dire qu'on est quand même tous un peu concurrents, quoi. C'est-à-dire à la fois, moi je me sens un peu concurrente parfois de la région parisienne. Alors je ne vous dis même pas ce qui se passe par rapport à nos collègues d'Outre-Rhin en disant « Oh là là, il faut absolument qu'on maintienne nos activités ici ». Bon, alors on en rigole un petit peu, mais enfin c'est quand même un peu la réalité. Donc je voudrais vous entendre sur ce côté un petit peu concurrence, coopération, alignement. Comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est quelque chose qui est important à vos yeux? Jacqueline. No, you're right, and I guess that makes it tricky sometimes to have the conversations. But part of the reason I'm really happy to be here is because it's it's a global industry. We're all trying to move in the right direction and do the same, take the same actions. And actually, I think we really do need to all work together on it. And whilst, of course, the part of the assessment of projects that we do in the UK is obviously in terms of value for money for our UK government. It's then money, taxpayers' money, that's going into investing. But otherwise, part of the role I have from an independent perspective with the technology is to make sure that technology is going to be wanted, that has a place, that is moving us forward as a sector in the ways that we need to. So I think that of course there's always competition, but I'm finding that it's really open and everybody's open for the discussion because we all have the same objective to make sure that our industry, has this license to operate, if you like, for the future, and so we need to do the right things. Yes, I think that we are reaching for the same goals, for sure. Je peux parler français? Ouais, je préfère en anglais. Bon, non, alors en français. Non, je pense qu'on a tous les mêmes ambitions, les mêmes objectifs. Et le champ de la compétition, il n'est pas généralisé et il est sain. Là où il y a compétition, moi je trouve que c'est assez sain aujourd'hui. Pour l'essentiel, on a un système aéronautique européen qui est bien établi, avec des acteurs forts dans les différents pays, avec des spécialités. Et ces spécialités-là, elles ne sont pas vraiment remises en cause. On ne va pas voir tout d'un coup des velléités de faire une nouvelle voilure ailleurs qu'en UK. Je ne crois pas. Hein. Je veux dire, on compte sur vous. Hein. On compte sur vous. Etc. Je ne veux pas aller sur tous les exemples, mais bon. Donc essentiellement, le paysage, il est assez stabilisé. On a nos 50 ans d'histoire derrière qui ont fait qu'on arrive à ça. Hein. Évidemment, quand émergent des nouvelles technologies, tout le monde veut se mettre sur ces nouvelles technologies, c'est normal. Et c'est sain. Moi, je dis que c'est sain. Parce qu'on a besoin de... L'innovation, ça demande un certain niveau de dépassement et la compétition permet de se dépasser. Donc, c'est darwinien, on peut le dire comme ça. Donc, en phase initiale, c'est darwinien. Après, petit à petit, il faut organiser la convergence sur un schéma industriel crédible et acceptable par tous. Hein, donc, moi je dirais que c'est juste notre histoire collective qui se rejoue, mais sur des domaines assez limités où il faut se bagarrer pour trouver les bonnes solutions et le meilleur va gagner, oui, sûrement. Il y aura sûrement des meilleurs à Toulouse, hein, mais pas qu'à Toulouse.
Non, c'est bon, c'est reparti. Je voulais juste rebondir là-dessus. Il faut voir aussi que sur des nouveaux sujets, et par exemple, pour parler de l'hydrogène, par exemple, on est sur un tel champ d'investigation et un tel besoin de connaissances et de moyens, etc., qu'au final, il n'y a pas de concurrence. Et voilà, nous, on va travailler sur la pile à combustible, tout ça c'est basé à Toulouse, il y a toute une infrastructure, tout un microcosme autour de ça, sur la distribution, sur l'intégration dans l'avion, etc. Et puis après, quand on parle d'hydrogène, forcément, il y a une expérience qui est en Normandie pour le spatial, à Vernon, etc. Donc bien entendu, on va se reposer là-dessus, et on va absolument pas dupliquer en disant on va faire la même chose à Toulouse, à Vernon. Il y a une totale complémentarité. Et cette complémentarité, c'est absolument pas une concurrence, étant donné qu'on a tellement de choses à travailler, tellement de choses à découvrir, et besoin de tellement d'infrastructures et de moyens, que de toute façon, toute initiative allant dans le sens d'une montée en compétence sur ces sujets critiques, elle sera forcément la bienvenue. Voilà. Effectivement, pour aller sur ces aspects, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que la concurrence, au moins dans les premiers niveaux, c'est plutôt quelque chose de bénéfique. Si je prenais un exemple de la nouvelle mobilité urbaine, par exemple, on doit avoir 25 projets simultanés actuellement au sein de l'agence. Donc il y a de la concurrence. Combien en restera-t-il à la fin? À mon avis, il n'en restera pas 25. Donc ça va se décanter relativement rapidement. Je pense que de notre côté, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir la même règle du jeu pour tous, c'est-à-dire pour chacun de ces projets innovants. Quand on va dire finalement l'approche de la démonstration de la sécurité de cet objet-là, c'est cette règle-là qu'on avance, qu'on appelle des special conditions côté EASA, c'est public. Ça devient la règle du jeu pour tout le monde. Donc ça, c'est important d'avoir cette saine concurrence. Vous êtes effectivement venu au niveau local. Je pense aussi qu'il faut penser dans le sens inverse. C'est-à-dire que le défi qui est devant nous, je dirais, sur l'environnement de la planète, il se joue aussi en dehors de l'Europe. Et ça, c'est très important d'avoir des actions. Et là aussi, on a cette chance, côté EASA, d'être vraiment très, très soutenu par la Commission européenne pour ça, d'aller promouvoir notre modèle, parce que je pense que le modèle de l'Union européenne, on peut taper sur l'Europe, mais notre modèle, globalement, je pense que c'est un modèle relativement sain et le modèle le plus d'avenir, quelque part, pour la planète. Et donc, on a ce rôle également d'aller promouvoir notre modèle, notamment dans les régions d'Asie, où on sait que c'est là que l'aviation va sans doute le plus progresser de demain. Et c'est également important pour, je dirais, ne pas perdre de vue l'objectif qu'on a effectivement vis-à-vis de la maîtrise environnementale. Oui. Bon, compétition en termes de recherche universitaire, ça ne devrait pas exister. Donc, par nature, on est agnostique à compétition interne. On est ouvert. On fait la recherche ouverte, open science. Je ne suis pas trop inquiet si les nations ont leur programme et font leur truc au long qu'au fin, ça converge. Parce que quand même, s'il n'y a pas de compétition en recherche, il y a quand même, comme je disais, plusieurs idées, plusieurs œufs. Donc, chacun peut faire. Je veux que ça soit fait partout en Europe. Oui, pas qu'en France ou en Allemagne ou en Italie, donc que c'est un peu partout. Donc là, après, il faut avoir quand même des mécanismes d'échanger les résultats le plus tôt possible, parce que comme je disais, un des challenges, c'est quand même être vite, d'être plus vite pour maturation de technologie. Donc, il faut avoir des forums, des plateformes pour échanger des nouvelles recherches, des résultats. Et ce qui concerne Bruxelles, par exemple, oui, plus ou moins, c'est tout ouvert. Donc, c'est un peu plus difficile avec l'industrie, j'avoue. Mais quand même, là, la règle du jeu, c'est quand même, on prend de l'argent, on fait la dissémination des résultats. Bon, non, on ne peut pas arriver avec une compétition au but au niveau recherche. Donc, il faut travailler ensemble.
l'industrie, après, c'est bien clair, il y a un profit à faire et il doit avoir un produit, le premier et le meilleur produit, et c'est qu'un seul qui peut l'avoir. Donc oui, à un moment donné, et ça dépend du TRL, à un moment donné, le TRL 5, 6, ça va aller là-bas. Mais à la base, il faut travailler ensemble, sinon on n'arrive pas. Bien, merci. Donc, on va passer donc à la dernière phase. J'ai encore 5 minutes, 10 minutes. Voilà. Je voudrais vous entendre quand même sur un sujet moi, qui me tient à cœur, et je pense que je ne suis pas la seule. C'est comment est-ce qu'on implique les petites entreprises dans tout ça, parce qu'on a beaucoup entendu quand même de grands organismes de recherche et de grandes entreprises, mais il y a le sujet de ce qu'on appelle la supply chain, c'est-à-dire en fait des entreprises qui vont devoir tôt ou tard coller finalement à ces feuilles de route et qui pour l'instant sont totalement absorbées par les montées en cadence qu'on leur demande. Et il y a le sujet qui est un autre sujet à mes yeux, qui est le sujet des startups. C'est-à-dire que vous avez évoqué que vous aviez 25 projets d'avions urbains là, donc effectivement on voit foisonner ces nouvelles entreprises, et on sent que les grandes entreprises s'y intéressent beaucoup. C'est-à-dire on voit au dernier Bourget, il y avait des partenariats qui ont été soulignés parce qu'effectivement ils vont vite, ils sont agiles, ils travaillent quasiment nuit et jour et 7 jours sur 7, ils n'ont pas les lourdeurs peut-être quelquefois des grandes entreprises, donc ils vont vite quoi, et donc on peut se dire qu'ils vont amener finalement à maturité des technologies intéressantes, et compte tenu de ce que vous avez souligné, c'est-à-dire la largeur du travail qui est devant nous, on se dit ils vont explorer une voie, laissons-les faire et puis on verra où est-ce qu'ils vont aboutir. Donc voilà, ces deux questions, si vous pouvez y répondre rapidement parce que je pense que tout le monde a faim. Quelle est finalement la manière dont on va impliquer et dont on va s'associer à ces petites entreprises? Je vais juste répondre pour Safran. On a le fonctionnement avec ces petites entreprises et puis les startups, c'est quelque chose qui est au cœur de côté innovation notamment. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que donc il y a 2 ans maintenant, je crois, on a un peu réorganisé au sein de Safran la partie stratégie, innovation, etc. Et notamment tout ce qui était corporate venture, qui avant était un outil qui était plutôt un outil financier, est devenu un outil d'innovation et était rattaché à l'innovation avec tout ce qui est open innovation. L'idée étant que l'investissement ou les prises de participation minoritaires dans ces startups a pour but aussi d'alimenter l'innovation. Et d'ailleurs, lorsqu'on a lancé les initiatives avec Airbus sur l'hydrogène, par exemple, on a aussitôt lancé un challenge qui s'appelait Explorage 2, où on a dit, voilà, on a des grandes thématiques scientifiques qui nous inquiètent, des briques technologiques, hein, on n'est pas dit... On n'est pas allé à l'extérieur en disant vous, start-up, développez-nous un moteur hydrogène. On a dit voilà, on a des grands points qui nous embêtent. Il y a des solutions, des capteurs, des choses comme ça où vraiment on a besoin de solutions potentiellement même dans des domaines qui ne sont pas du tout l'aéronautique. Allez voir un peu à l'extérieur. On a lancé un challenge comme ça et ça nous a permis de rassembler un certain nombre de sociétés qu'ensuite on aide à maturer sur des démonstrations, et puis potentiellement après, ça passe dans un mode de coopération plus de collaboration, soit en termes de produits, soit potentiellement même en termes de prise de participation. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus intégré dans l'ADN. Et puis après, il y a tout l'aspect PME avec la supply chain. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très important. C'est un peu cette redescente de se dire, voilà, nos feuilles de route technologiques, elles nous amènent vers telle ou telle technologie. Comment est-ce qu'on embarque avec nous ces PME qui parfois sont spécialisées dans un domaine donné, qui n'ont pas forcément le temps ou le moyen de relever la tête et de dire, voilà, c'est quoi l'étape suivante. Et là, ça va être un autre exemple que je vous donne, par exemple, sur la compatibilité 100% SAF, par exemple. Et voilà, allez voir toutes ces sociétés qui vont nous faire des petits morceaux de pompe, qui vont nous faire des petits morceaux de joints et choses comme ça, pour les aider, leur apporter l'expertise et puis les aider à avoir cette réflexion de dire comment est-ce que on fait évoluer nos produits pour assurer cette compatibilité. Donc clairement, oui, le lien entre grandes entreprises et petites entreprises et start-up qui a toujours été au cœur des préoccupations, l'est encore plus maintenant avec cette accélération au niveau de l'innovation. Oui, alors je pense que ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée, on aura besoin de tout le monde. Et l'arrivée, c'est pas si loin que ça. Donc on est bien sûr sur un calendrier contraint, on essaie d'aller le plus vite possible, on a la pression, on a l'urgence climatique, hein, clairement, on l'a subi tous. On a
la pression sociétale aussi sur nos épaules. Donc on est obligé de travailler avec des calendriers assez contraints. Et au moment où il faudra lancer les nouveaux programmes, donc quelque part à la fin des années 2020, là, 2027, 2029, je ne sais pas quand, pour être là en 2035, puisque c'est les annonces qui ont été faites, il faudra avoir up and running toute la chaîne de valeur, et pas seulement pour être capable de faire de la jolie technologie, mais pour être capable de l'industrialiser avec une montée en puissance jamais faite dans ce secteur. Donc on a besoin d'être tous conscients du challenge qu'on va avoir pour faire une configuration technologiquement bonne, acceptable, vendable, sociétalement, vendable économiquement, et puis aussi une capacité à la produire de manière massive dès qu'elle sera certifiée. Alors, pour faire ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde court comme des poulets là, dès maintenant. Et donc, moi, j'ai un peu une taxonomie en trois paquets. On a d'un côté les startups, et en particulier au Pôle Aerospace Valley, là on soigne beaucoup les startups sur l'aviation légère, la CS23, et Agnès connaît bien. Sur cette population d'entreprises qui n'ont pas froid aux yeux et qui veulent faire des machines très disruptives sur un segment de marché bien particulier, là on est en mode accélération chaque fois qu'on le peut, mais aussi en mode observation. Et c'est pas pour rien que Aerospace Valley fait un événement dans 2 semaines à Pau, là, réunit tous ces acteurs-là. C'est pas pour rien qu'un Safran est sponsor de l'événement. C'est pas pour rien qu'un Airbus va parler pour expliquer comment, à partir de l'aviation légère, on est capable d'en tirer crédit pour des explorations technologiques rapides pour les plus gros avions. Donc ça, c'est le premier pool. Ensuite, dans les PME déjà installées et dans la filière, il y a les PME innovantes qui doivent prendre part, certaines d'entre elles, aux travaux technologiques dès maintenant pour apporter des solutions innovantes dans la phase encore d'exploration et de choix que font les gros de la filière. Et puis, il y a les PME qui vont être plus suiveuses, et c'est un peu tôt pour elles d'embarquer. Par contre, il faut déjà qu'elles soient bien au courant de ce qui se profile, et qu'elles soient capables de monter à bord en termes d'investissement, en termes de recrutement, en termes de sujets qui vont être critiques, existentiels pour elles, pour être capables d'embarquer au bon moment. Alors, dans cette optique-là, on prévoit un événement début février, là, où on va essayer de réunir la filière régionale avec un éclairage sur ce que sont les roadmaps, ce que sont les échéances, avec l'Inaviation, avec le CORAC, avec les régions. Et puis ensuite, chacun trouvera son chemin sur à quel moment embarquer, dans quelle typologie de projet, pour ses besoins existentiels d'être sur les prochains programmes qui se profilent. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Parce que je crois qu'on arrive un petit peu vers la fin de notre temps consacré. Allez-y. Alors, sur ce sujet-là, je voulais... Alors, le hasard c'est pas forcément sa grande force de faire travailler les petits. Cependant, avec le développement des drones et des activités professionnelles liées aux drones, on a vu arriver effectivement ce genre de société. Donc ça nous fait changer quelque part notre façon de travailler, et on développe de plus en plus, au-delà de la certification qui est un processus lourd, long et assez cher, des contrats de conseil adaptés finalement aux questions auxquelles la petite entreprise veut qu'on réponde. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'on développe de plus en plus. Et puis là où on a un certain succès avec les petites entreprises, mais aussi avec les organismes de recherche, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont, je dirais, très intéressants pour une autorité, mais qui n'intéressent pas beaucoup l'industrie de l'aéronautique. Donc justement, liés à la sécurité, on vient de lancer là aussi un réseau européen Impact of Climate Change sur l'aviation. Là, on voit des petits acteurs s'intéresser à ces sujets qui sont très très amont, et ça nous permet effectivement de pouvoir accéder, d'être en relation avec ces acteurs qui sont fondamentaux aussi pour l'avenir de l'aviation. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, ou est-ce que ce sera le mot de la fin? C'est bon? Écoutez, merci beaucoup en tout cas, et bonne suite de séminaire. Merci.